Dans ce box vide devait se trouver l'ex-première dame ivoirienne, poursuivie dans cet autre procès de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais Simone Gbagbo a refusé de comparaître sur conseil de ses avocats, une situation qui a entraîné le report du procès. C'est le déroulement normal d'une procédure où il peut y avoir beaucoup de renvois pour telle ou telle raison, simplement pour se mettre en conformité avec la loi. Lors de la première audience lundi, les avocats de l'ex-première dame avaient suspendu leur participation devant l'absence de leurs témoins. La défense souhaite notamment entendre plusieurs personnalités, dont Guillaume Soro, l'ancien chef de la rébellion, aujourd'hui président du Parlement, l'ex-chef de l'armée, le général Philippe Mangou, et l'actuel directeur général de la police, Brendoum Bia. Le principe de la comparution du témoin, c'est la liberté. Ils comparaissent volontairement, ils sont libres de témoigner ou de ne pas témoigner. Ils ont cité un certain nombre de témoins, ceux-là peuvent venir comme ne pas venir. Et dans tous les cas, comme nous l'ont certifié, il y a d'autres témoins dont ils sont certains de la comparution et ça a été justement renvoyé pour leur permettre de faire venir ces témoins-là pour nous dire leur part de vérité. Le procès a été reporté au 3 novembre pour permettre aux témoins de se présenter, une éventualité très peu probable. S'ils veulent, ils peuvent même rendre le jugement le 3 novembre, a ironisé Maître Rodrigue Dadje, l'un des avocats de Simone Gbagbo qui a toujours dénoncé un procès joué d'avance. Alors qu'elle purge déjà une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État prononcée l'an dernier, Simone Gbagbo est poursuivie pour crime contre l'humanité dans l'affaire d'un obus tombé sur un marché d'Abobo lors de la crise post-électorale ivoirienne. Deux membres d'un parti d'opposition ougandais ont été arrêtés mardi devant l'ambassade des États-Unis à Kampala alors qu'ils participaient à une manifestation en soutien au candidat républicain à la Maison-Blanche Donald Trump. Quand on est arrivé à l'ambassade, on a été surpris de voir que même le général Kayihura avait donné des instructions pour nous barrer l'accès à l'ambassade. Et pourtant, l'ambassade est sur le sol américain. Les ambassades américaines n'appartiennent jamais au pays où elles se trouvent. C'est un territoire des États-Unis. Selon un porte-parole de la police ougandaise, les deux hommes arrêtés risquent d'être accusés d'attroupement illégal pour avoir manifesté sans l'autorisation préalable de la police. Les partisans du candidat républicain à la présidentielle américaine font partie du Parti démocratique ougandais, l'une des nombreuses formations politiques de l'opposition. Nous avons décidé de venir ici faire campagne pour le président Donald Trump parce que parmi les candidats à la présidence américaine, il est le seul à dire qu'une fois président des États-Unis, il va se battre contre tous les dictateurs africains, y compris Museveni. C'est pour ça qu'on le soutient. Le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, est un allié des États-Unis en matière de sécurité régionale. Ses adversaires politiques clament ainsi que le gouvernement américain se garde bien de commenter les allégations de violation des droits de la personne dont il fait l'objet. Les critiques s'élèvent de plus en plus contre Museveni, ses opposants l'accusant d'agir comme un despote. Les corps des victimes somaliennes rapatriés à Nairobi dans la soirée de mardi. Au moins 12 personnes, 11 hommes et une femme ont été tués dans une attaque à l'explosif menée par les islamistes somaliens Shebab. La deuxième attaque en moins d'un mois à Mandera, ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Dans un communiqué, l'administrateur en charge de la sécurité dans la région du Nord-Est, Mohamedou Saleh, affirme qu'une partie du bâtiment de l'hôtel Bachiro s'est effondrée suite à l'explosion d'une bombe artisanale, tuant au moins 12 personnes. Au moins 6 personnes ont pu être sorties vivantes des décombres. Via le site de leur station radio Andalus, les Shebab ont revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 15 personnes. Selon cette revendication, l'attaque s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles du nord-est du Kenya, où vit majoritairement une population musulmane d'ethnie somali. Selon plusieurs médias kenyans, une partie des victimes de Mandera appartenait à une troupe de théâtre qui devait se produire dans plusieurs écoles de la ville. L'administrateur Mohamedou Saleh a relevé que les premiers éléments de l'enquête conduisent à penser à l'implication de criminels locaux dans l'attaque de mardi. Notre frontière avec la Somalie est fermée la nuit et il est impossible que des assaillants traversent cette frontière sans être repérés, a-t-il assuré. Le nord-est du Kenya, lequel partage une longue frontière avec la Somalie, est le théâtre depuis environ 3 mois d'une recrudescence d'attaques attribuées aux Shebab.
Un bus incendié, les étudiants sud-africains n'en démordent toujours pas dans leur combat pour la gratuité de l'enseignement supérieur. Ce mardi, ils ont mis le feu à un bus lors d'affrontements avec la police dans les rues de Johannesburg après une nouvelle journée de manifestations violentes. Selon une correspondante de la BBC, il est pour le moment difficile de savoir si ce sont les étudiants ou des casseurs qui ont incendié le bus qui contenait apparemment des passagers. Les faits se sont déroulés non loin de l'université de Witwatersrand, dans le centre de Johannesburg, malgré une forte présence policière. Depuis le début des manifestations estudiantines, les affrontements violents avec les forces de l'ordre sont devenus quasi quotidiens sur de nombreux campus à travers le pays. À la demande de la gratuité de l'enseignement, le gouvernement répète qu'il n'y a pas de moyen d'offrir la gratuité pour tous. Il n'a pas fait de nouvelles annonces depuis que le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que les frais d'inscription pourraient augmenter jusqu'à 8% dans les universités publiques. Les manifestants continuent de perturber les cours sur différents campus. À quelques jours des examens de fin d'année, les universités tentent de poursuivre leur activité pour ne pas perdre l'année académique 2016-2017.